Les sixièmes, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons donc nous intéresser à la croissance des animaux. Comment les animaux grandissent-ils? Alors tout ça, vous ne l'écrivez pas, ce sont des rappels. N'oubliez pas que dans le chapitre précédent, nous avions vu que les êtres vivants, les animaux, pardon, se reproduisaient de façon sexuée avec un individu mâle qui libérait un ou plusieurs gamètes mâles, donc plusieurs spermatozoïdes, et les individus femelles libéraient des gamètes femelles, ovules, d'accord? Eh bien, il suffit d'un spermatozoïde et d'un ovule pour que lors de la fécondation, on obtienne la première cellule du nouvel individu, qui va ensuite donner une forme embryonnaire, et enfin un individu sexué, mâle ou femelle, qui va subir un phénomène de croissance, d'accord? C'est ce phénomène de croissance que l'on va étudier aujourd'hui. Alors soyez très attentifs aux logos qui sont sur la gauche ici. Donc dès que vous voyez ce logo, ça veut dire qu'il faut écrire. Dès que vous verrez le logo avec le petit personnage entouré de jaune, c'est qu'il faut juste réfléchir en même temps que la vidéo et faire l'exercice soit de tête, d'accord, pendant la vidéo, soit en écrivant sur un brouillon, sur les petits documents si vous avez pu les imprimer. Alors, dans votre cahier, vous marquez donc le titre du nouveau chapitre, 6e thème 2, chapitre 6, comment les animaux grandissent-ils? Et on va s'intéresser à un animal en particulier, donc comment il réalise sa croissance avec, puisqu'on est à la campagne, la mise en évidence chez un veau. Ici, vous avez la photographie d'une famille de bovins avec le veau, la vache et le taureau, puisque le veau est issu de l'accouplement entre une vache et un taureau. Donc on a affaire à des mammifères, des animaux donc qui sont vivipares et à développement direct. Le veau est aussi un vertébré, mais aussi un mammifère domestique, donc de la famille, de l'espèce Bos taurus. C'est un ruminant, donc ça veut dire qu'il avale de l'herbe, d'accord. Puis ensuite, la mâche, la régurgite, et donc la digestion se fait en plusieurs étapes. Donc ce ruminant appartient à la famille des bovidés. Voilà pour les généralités. Alors, donc là, vous allez aussi écrire tout au long du document donc ce petit exercice, d'accord, les réponses à ce petit exercice. Donc ça veut dire aussi, si je mets le petit truc là, c'est qu'il ne faut pas forcément copier le texte de l'exercice, mais surtout coller les deux documents ou marquer la légende donc des deux photographies. Alors l'exercice est le suivant. De sa naissance jusqu'à ses 8 mois, le veau se nourrit du lait de sa mère. Ensuite, son alimentation se compose d'herbes qu'il avale dans un premier temps et qu'il rumine ensuite lentement pendant plusieurs heures. Le lait puis l'herbe fournissent au veau tous les éléments nécessaires à sa croissance. Alors ici, donc c'est ça que vous notez. Il y a donc la photographie d'un veau qui tète sa mère, donc ça veut dire qu'il a moins de 8 mois. Et là, vous avez un veau au pré avec sa mère, donc ça veut dire qu'il a plus de 8 mois. Alors on a mesuré la masse, c'est-à-dire le poids d'un veau, de sa naissance jusqu'à ses 8 mois, c'est-à-dire tant qu'il tète sa mère. Le graphique représente l'évolution de la masse du veau au cours des 8 premiers mois de sa vie, donc tant qu'il boit du lait. Là, attention au logo, vous voyez ici, le logo c'est le petit personnage qui réfléchit, donc ça veut dire que là, vous écoutez la vidéo, vous pouvez coller le graphique si vous voulez, vous pouvez noter les réponses aux questions, mais vous ne copiez surtout pas les questions, on est là dans une réflexion pour étudier donc le document, mais depuis la vidéo. D'accord? Donc on est qu'en 6e, vous n'êtes pas à côté de moi, je ne peux pas savoir si vous allez réussir tout seul, donc on n'est pas dans une activité, j'allais dire, écrite. On le fera peut-être quand on se reverra début juin, lorsque je verrai certains en groupe si vous n'avez pas bien compris. Alors, dans ce graphique, on va repérer plusieurs choses. D'abord, si je veux dire ce qu'il représente, je regarde le titre. Qu'est-ce que je vois? Ce graphique représente l'évolution de la masse d'un veau en fonction de son âge, c'est-à-dire en fonction du temps. D'accord? Donc, et ce temps, il dure 8 mois. Alors, j'ai des paramètres mesurés. Qu'est-ce que j'ai mesuré, d'accord, et avec quelle unité dans ce document? On me dit évolution de la masse d'un veau en fonction de son âge. Donc là, attention, je vais utiliser une technique très simple. Je vais repérer l'expression en fonction de son âge et je vais mettre une petite flèche comme ça. Et si je mets ma petite flèche comme ça veut dire que sur l'axe horizontal ici, je dois avoir ce qui est au bout de ma flèche dans mon texte. Je dois avoir donc, par rapport au texte, l'âge de l'animal. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, je regarde l'âge du veau. En quelle unité? En mois. Et qu'est-ce qui va? Je vais regarder évoluer en fonction de cet âge. Eh bien, je vais regarder évoluer. Je fais une petite flèche verticale qui me représente mon axe vertical ici. Vous m'excuserez, je trace, oh là, je trace avec la souris, c'est une catastrophe, pardon. Donc, qu'est-ce que je vais étudier? Eh bien, la masse d'un veau. Effectivement, sur l'axe vertical, j'ai la masse du veau avec l'unité en kilos. Donc, quels sont les paramètres étudiés? Eh bien, j'ai d'un côté
la masse donc d'un veau, premier paramètre, donc c'est la masse du veau, excusez-moi, j'arrive pas à trouver la bonne couleur, la masse du veau, donc en kilos, que je vais étudier en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de son âge ici. Et son âge sera donc en mois. Okay, donc, si je veux dire ce que représente le graphique, attention, petite correction, je vais dire que le graphique représente l'évolution donc de la masse d'un veau au cours du temps, c'est-à-dire sur les mois, et évolution donc de la masse d'un veau en fonction de son âge et sur 8 mois. Donc c'est évolution de la masse du veau au cours du temps et sur 8 mois. Et quels sont les paramètres étudiés? Paramètre 1, c'est la masse du veau. Avec quelle unité? En kilos. Dont je vais regarder l'évolution en fonction du quoi? En fonction du paramètre 2, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire de l'âge du veau. Avec quelle unité? Eh bien, le mois. D'accord? Évolution de la masse du veau en fonction de quoi? De l'âge du veau. Donc un paramètre 1 qui va évoluer en fonction d'un autre paramètre. Alors, même chose, on va continuer à exploiter un peu ce document. Qu'est-ce que ça apporte comme information? Eh bien, ça apporte une idée de la façon dont l'animal a grandi au cours de ses 8 premiers mois, c'est-à-dire dès qu'il est nourri avec du lait. Donc là, par exemple, j'ai le veau à la naissance, puis ensuite à 2 mois, puis à 4 mois, puis à 6 mois, et puis ensuite à 8 mois. D'accord, on imagine que c'est un veau femelle. Eh bien, je peux faire une correspondance et regarder le lien qu'il y a entre l'âge du veau et sa masse. Par exemple, la naissance, c'est 0. Hein, la naissance, elle est là, c'est 0. Donc, si je fais des pointillés et que je remonte sur mon axe vertical, je vois qu'à la naissance, je cherche mon petit plus, eh bien, le veau pesait 50 kg. D'accord? À 2 mois, si je remonte vers le graphique, vers la courbe, vers le petit plus qui est là, qu'est-ce que je vois? À 2 mois, eh bien, ce veau pesait 100 kg. Ensuite, à 4 mois, je fais la même technique, vous pouvez le faire avec votre doigt si vous voulez sur l'écran, eh bien, on voit que ce veau, je recherche bien le petit plus qui est là, ce veau pesait, alors je suis entre 100 et 200, donc ça veut dire qu'il est à 150. Alors désolé pour cette écriture monstrueuse, je travaille à la souris, je précise encore. Donc il pesait 150 kg. À 6 mois, même exercice, je continue, hop, je monte, et je peux voir tout de suite grâce à mon graphique quelle était la masse de ce veau lorsqu'il avait 6 mois. Eh bien 6 mois, je suis entre 200 et 300, donc ça veut dire qu'il pesait 250 kg. Et enfin, à 8 mois, j'ai 6, j'ai 8, à 8 mois, je fais le même exercice, je remonte en pointillé, d'accord, jusqu'à ma petite croix, et à 8 mois, ce veau pesait, c'est un peu plus difficile à lire, hein, excusez-moi pour la souris, ce veau pesait, attention, eh bien 310 kg. Je le lis ici avec les petites graduations, on est à 310 kg. D'accord? C'est surtout parce que je le sais ici que c'est marqué dans le tableau. Donc je peux reporter mes chiffres dans mon tableau, et au lieu de lire ce graphique qui est un petit peu long, je peux avoir un tableau plus simple à lire. Par exemple là, je peux marquer ici, dans la case en dessous du 0, je pourrais marquer ici le 50, puisque c'est sa masse à la naissance. Ensuite, le 100 est déjà noté. À 4 mois, je n'ai pas la valeur. 4 mois, j'avais donc 150, je le marquerai ici. À 6 mois, je remonte, c'est 250. Et puis à 8 mois, 310. Maintenant, si je veux décrire par une phrase la façon dont cette courbe évolue, d'accord, dont la croissance du veau évolue, eh bien, je vais plutôt me servir de la forme ici de ma courbe. Alors, comment elle fait? Je vois que si je passe par toutes les croix, je vois qu'en 8 mois, il est quand même passé de 50 kg à 310. Donc, si je veux décrire par une phrase simple, avec les verbes augmenter, diminuer ou stagner, eh bien, j'ai plutôt une augmentation de la masse. D'accord? Alors, regardez la correction pour ce petit exercice. Là, effectivement, tout à l'heure, on avait une masse de 50 kg à la naissance, une masse de 150 kg à 4 mois et une masse de 250 kg à 6 mois. Vous pouvez continuer, vous voyez que j'ai enlevé les pointillés. Vous pouvez le faire avec vos doigts pour voir si les chiffres sont justes. On va vérifier. Alors, je remets la forme de la courbe, effectivement. Cette courbe plutôt, montre plutôt une augmentation. Oh là là, excusez-moi avec la souris, c'est absolument catastrophique. Oh là là, attendez, je recommence, c'est absolument monstrueux. On va tout effacer ça. On va recommencer ça proprement. Donc effectivement, si je regarde
la façon dont évolue la masse de l'animal, je dirais que d'après le graphique, je vois que la masse du veau augmente au cours du temps. Et elle passe de quoi à quoi? Elle va passer de 50, ici, à 310. Je peux me servir du graphique comme je peux me servir du tableau. Hein, tout dépend de ce qui va être plus pratique. Eh bien, si je veux savoir quelle quantité, quelle masse il a prise entre sa naissance et 8 mois, je peux faire un calcul, c'est-à-dire 310 moins 50. Et là, je vois qu'il a pris en 8 mois 260 kg, ce qui est absolument énorme. N'hésiterez pas quand on se verra à me dire si vous avez bien compris. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait pour prendre ces 250 kg. Eh bien, de sa naissance jusqu'à 8 mois, le veau se nourrit du lait de sa mère. D'accord, on l'avait déjà lu tout à l'heure ça. Ensuite, son alimentation se compose d'herbes qu'il avale dans un premier temps et qu'il rumine ensuite lentement pendant plusieurs heures. Le lait puis l'herbe fournissent au veau tous les éléments nécessaires à sa croissance. Tiens, ça tombe bien. Donc on parle du lait et on parle de l'herbe. Ensuite, rappelez-vous le graphique, on a mesuré la masse en fonction, on a vu que ça a augmenté. On me demande, et là vous êtes bien dans la réflexion, vous ne copiez pas les réponses, vous ne copiez pas les documents, réfléchissez, de formuler une hypothèse pour expliquer l'augmentation de la masse du veau. C'est essayer de trouver une explication, non prouvée pour l'instant, sur la raison pour laquelle la masse du veau augmente. Ok. Ensuite, on me demande d'utiliser les informations que je trouve dans mes documents là et là, pour montrer que le veau utilise ce qu'il a mangé pour grandir. Alors on est bien dans les 8 premiers mois, donc si c'est les 8 premiers mois, ça veut dire que le veau n'aura consommé que du lait. Alors, je vous laisse réfléchir à l'oral, et puis après on corrige. D'après mes documents, je pense que le veau augmente sa masse grâce à son alimentation. C'est-à-dire que parce qu'il boit du lait, il en boit de plus en plus, il devient de plus en plus lourd. Mais il ne devient pas que de plus en plus lourd, il devient aussi de plus en plus grand. D'accord? Donc c'est parce qu'il devient de plus en plus grand qu'il est aussi de plus en plus lourd. Donc il a plus d'os, plus de muscles, plus de peau, etc., plus de sang, etc. Et tout ça, il va le construire à partir de son alimentation. Tout du moins, c'est mon explication pour l'instant, c'est mon hypothèse, c'est ce que je pense. Avec ce que je vois dans les documents, je vois d'après le graphique que la masse du veau augmente au cours du temps. Mais je vois aussi que le veau se nourrit du lait de sa mère. Donc j'en déduis que c'est à partir du lait qu'il a fabriqué ses os, ses muscles, etc. Donc le graphique et le texte qui est au-dessus me permettent de prouver que j'avais raison. Si on arrête d'alimenter le veau, si on l'alimente moins, sa croissance sera moins rapide. Ça par contre, le bilan, vous l'écrivez dans votre cahier, sous les généralités à propos du veau. Vous notez bien que les animaux sont des producteurs, donc le veau en fait partie, des producteurs de quoi? Ils produisent leur propre matière, c'est-à-dire de l'os, du muscle, d'accord, de la peau, du sang, etc., etc. Et cette production de matière permet à l'animal de grandir. Il devient plus grand, mais pas parce qu'on l'étire, il devient aussi plus lourd. D'accord? Et puis on parle donc de matière organique. Les os, les muscles, la peau, le sang, tout ça c'est de la matière qui forme des organes. Donc c'est de la matière organique. Nous aussi, on subit cette croissance. Vous êtes en pleine croissance, vous aussi, les élèves de 6e, moi beaucoup moins. Donc un enfant est en pleine croissance, un adolescent aussi. Et ça veut dire que si je vous mets au défi de rentrer par exemple dans les pyjamas de votre naissance, le pyjama représente à peu près la surface de peau en dehors de la tête et des mains que vous aviez à votre naissance, vous voyez que vous ne pouvez plus rentrer dedans. Donc vous avez déjà beaucoup plus de peau quand vous étiez petit. Donc vous l'avez fabriqué cette peau. Vous avez plus d'os puisque vous êtes plus grand. Donc vous l'avez fabriqué. Et puis vous avez aussi plus de muscles, votre cœur est plus gros, votre cerveau est plus gros, etc., etc. Donc on est plus lourd parce qu'on a plus de matière qui forme nos organes. Deuxième partie maintenant, donc on a vu un exemple chez l'animal, chez le veau. Comment les animaux font-ils pour produire? On va vraiment voir cette fois le lien très fin qu'il y a entre l'alimentation, ici, d'accord, et la croissance. Alors, ce lien, on le voit déjà à partir d'une image. Là, vous avez un chien errant qui est presque adulte, et là, vous avez le même chien après avoir été recueilli et surtout bien nourri. Donc, ce chien est resté dans la rue depuis son enfance. On voit, regardez, qu'il s'est nourri un peu de tout ce qu'il a trouvé dans la rue, et il est absolument squelettique. Et d'ailleurs, par rapport, il n'est pas encore adulte, donc là, il a à peu près 6 ou 7 mois, et il a une taille bien inférieure aux autres chiens du même groupe, c'est-à-dire de la même race. Donc ce chien, on le voit ensuite quelques mois plus tard, donc là il a 1 an et demi, et c'est vrai qu'on voit qu'il a à la fois bien grandi, mais il reste encore petit par rapport aux autres chiens de la même race. Mais il a pris de la masse, il est plus musclé,
plus gros. Évidemment, il a un peu rattrapé, il a pris un petit peu de graisse, comme tous les animaux qui ont été un peu voilà, en carence. Il y en a qui n'ont pas assez mangé, ben, tendance à être très gourmand. Donc il faut surveiller. Son poil aussi, il est beaucoup plus beau. D'accord. Et il n'a pas de maladie, si vous remarquez là. Donc il a une petite pelade, donc il était aussi plein de maladies. Donc il n'y a pas que l'extérieur qui était, que les organes qui visibles, hein, qui étaient en mauvaise santé. Il avait aussi un système de défense du corps qui était très très faible et des problèmes cardiaques, enfin on ne va pas rentrer en détail, mais il était vraiment en très mauvaise santé. Donc l'hypothèse serait à partir de cette photo que les animaux en particulier, des êtres vivants d'accord, mais principalement les animaux, produisent cette matière en se nourrissant. Donc ça c'est mon hypothèse, je vais essayer de le prouver. On va changer d'exemple, on va partir des mammifères, parce qu'on est resté sur les mammifères jusqu'à maintenant, et on va aller voir l'exemple chez un escargot. Vous avez donc cet énoncé d'exercice, vous le collez dans votre cahier, d'accord, et vous allez faire cet exercice en même temps que moi, et vous écrirez les réponses directement sur l'énoncé. Monsieur X est une personne qui souhaite donc faire un élevage d'escargots. Il débute, d'accord? Donc il a lu sur internet certaines choses et il fait son petit élevage d'escargots bien, d'accord, déclaré, hein, il veut en vivre. Mais il remarque que ces escargots grossissent moins vite que ceux de son voisin étant un éleveur d'escargots professionnel expérimenté. Donc Monsieur X décide d'aller voir son voisin pour lui demander ce qu'il donne comme aliment à ses escargots. Le voisin lui donne un échantillon des aliments qu'il utilise. D'accord? Monsieur X va donc faire deux groupes. Il va partager donc ses escargots en deux groupes. Le premier groupe, celui qui est en jaune, va être celui qui va être nourri avec l'aliment donné par le voisin. Et puis le deuxième groupe, c'est celui qui est en dessous, c'est le groupe qui va être alimenté avec l'alimentation classique, normale de Monsieur X, celle qu'il donnait jusqu'à présent à ses escargots. Alors déjà, on va noter d'écrire, d'accord, le résultat de l'expérience. D'écrire, ça veut dire quoi? C'est qu'on regarde à quoi ressemblent les courbes, et puis on les compare un tout petit peu aussi en même temps. Et après, on expliquera pourquoi est-ce qu'on a eu cette différence. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut déjà retracer la courbe pour les escargots nourris au départ par Monsieur X, c'est-à-dire son alimentation. Qu'est-ce qu'il avait comme résultat, lui, au départ? Bah, regardez bien, en 24 semaines, eh bien, ces escargots, je vais faire un petit trait jusqu'à 24 semaines, hein, d'accord, eh bien, ces escargots ont atteint en 24 semaines une masse à peu près de 10 grammes et demi. On est ici, d'accord, on serait à 11 ici, et là on est donc à 10,5. Par contre, lorsqu'il nourrit ses escargots avec l'alimentation du voisin, eh bien, on voit que à au même âge, les escargots sont beaucoup plus gros, et ils ont une masse quand même assez importante. On est presque à 17 grammes, hein. Là on est presque à 17 grammes, on y est presque, on va dire environ 17 grammes. Il y a quand même une différence énorme, hein, de masse entre les deux. Vous voyez aussi que la courbe n'a pas du tout la même forme. Si je prends l'alimentation donnée, la croissance des escargots qui sont nourris avec l'alimentation de Monsieur X, on voit que eh bien, la courbe a du mal à démarrer quand même, hein. Ça démarre doucement, doucement, il y a une sorte de palier là au cours duquel les escargots grandissent très peu, puis ensuite, bon, c'est pas top quand même. Alors que dès qu'on donne une alimentation telle que celle que le voisin donne à ses escargots, on voit tout de suite, regardez bien, la courbe qui est très ascendante. Et on voit, regardez bien, chiffre très important, ici je vais me placer à 10,5 grammes, eh bien les escargots nourris par l'alimentation du voisin atteignent les 10,5 grammes à peu près autour de là, allez, au bout de 15 jours, on va dire 14e ou 15e semaine. C'est-à-dire beaucoup plus tôt qu'avec l'alimentation de Monsieur X. Et puis ensuite, ils vont continuer à grandir, à grossir et être beaucoup plus lourds. N'oubliez pas que les escargots sont vendus ensuite à la masse, c'est-à-dire plus ils sont lourds, plus on gagne d'argent, plus ils sont de qualité aussi, plus ils gagnent d'argent. Donc, si je veux décrire les résultats et ensuite les interpréter, décrire, je dis ce que je vois, et puis interpréter, je dis pourquoi il y a une telle différence. Eh bien, voilà ce que je peux obtenir. D'abord, mon hypothèse, c'est que, celle de Monsieur X aussi, c'est que je pense que les escargots sont plus gros chez le voisin parce que les aliments donnés par le voisin sont plus nutritifs. C'est ce que pense aussi Monsieur X. Hein, il se dit, mince, je ne donne pas forcément la bonne chose. Si je décris les résultats, je vois qu'au bout de 24 semaines, d'accord, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, les escargots nourris avec l'aliment 1, donc celui du voisin, ont atteint une masse de 17 grammes, rappelez-vous. Alors que ceux nourris avec l'aliment 2, d'accord, c'est-à-dire nourris avec l'alimentation de Monsieur X, ils ont atteint eh bien, cette masse difficilement, et ils n'en sont qu'à 10,5 grammes. Il y a 6,5 grammes d'écart entre les deux. Voilà, là j'ai dit ce que je vois dans le graphique, c'est tout. Maintenant j'interprète, j'explique.
Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Je peux en déduire que l'alimentation du voisin est plus nourrissante, d'accord? Ou que l'aliment est plus nourrissant, ce qui permet une croissance plus rapide des escargots. Vous vous rappelez? Beaucoup plus rapide. Okay, n'oubliez pas le palier ici, hein, 10,5 qui est atteint beaucoup plus vite. Okay, et donc mon hypothèse est vérifiée. Effectivement, eh bien, j'avais raison, monsieur X aussi, eh bien, il ne donnait pas ce qu'il fallait ces escargots. Donc il y a bel et bien un impact, et on voit très très bien dans ce graphique, de la qualité de l'alimentation sur la croissance. Le petit bilan, vous l'écrivez dans le cahier. Les animaux produisent leur matière organique à partir des aliments qu'ils mangent. La qualité de l'alimentation a un impact sur la croissance de l'animal. Regardez bien ici ces escargots de Bourgogne qui se régalent avec une carotte. L'image est légèrement, la vidéo est légèrement accélérée. Alors, on va essayer de faire le lien entre les besoins alimentaires des animaux, d'accord, et puis un petit peu l'aspect de leurs dents et puis aussi l'aspect de leur tube digestif. Évidemment, les animaux ne mangent pas tous la même chose. Là, vous avez un insecte qui mange une libellule, un oiseau pardon, qui mange une libellule. Là, vous avez un lièvre qui mange un morceau de feuille. Ici, vous avez une girafe évidemment en captivité qui mange une sorte de glaçon dans lequel on voit donc des fruits et des légumes. Une petite souris donc, qui mange, un petit mulot qui mange donc des myrtilles. Là, vous avez reconnu un petit écureuil avec des cacahuètes. Là, vous avez un sphinx moro. Hein, c'est le sphinx moro qui, avec sa trompe, est en train d'aspirer le nectar des fleurs. Sphinx moro qui est le seul, un des rares, pardon, c'est pas le seul, un des rares papillons nocturnes, donc papillons de nuit, pardon, pas nocturne, mais de nuit, qui est diurne, c'est-à-dire qui vit la journée. Deuxième particularité, lorsqu'il butine, eh bien, il se déplace très rapidement et ressemble un tout petit peu à un colibri. D'accord ? On verra ça en troisième, quand on étudiera l'évolution. Pour réaliser une fonction identique, et par exemple aspirer le nectar, deux espèces différentes vont prendre une forme qui se ressemble. Colibri et le sphinx moro se ressemblent beaucoup. J'ai fermé la parenthèse. Ensuite, ici vous avez un ours qui mange un poisson. Ici l'escargot avec une petite tige d'herbe, et puis là donc le lion avec on ne voit pas trop ce qui reste, mais bon, c'est visiblement un autre animal. Et là vous avez donc une petite tortue d'Hermann, tortue endémique de la France, c'est-à-dire qu'on trouve dans le sud de la France et protégée, et bien en train de manger, enfin d'essayer de manger tout du moins, une fraise qui est plus grosse qu'elle. Alors, on va étudier ces régimes alimentaires à partir d'un exemple. Donc là, c'est pareil, vous répondez directement aux questions, mais vous mettez les réponses directement dans votre cahier sans marquer les questions. Vous ne notez pas les questions, vous collez juste le document et vous écrivez le numéro de la question et la réponse directement. Alors, vous avez le tableau du menu quotidien d'animaux d'un zoo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce zoo? Il y a 2 éléphantes, donc 2 femelles, un couple de lions, un couple de castors, un couple d'ours polaires et 3 phoques gris. Donc ça, c'est la ration pour 2 éléphantes, hein, d'accord? Ça, c'est la ration pour le lion et sa lionne. Ça, c'est la ration pour le couple de castors. Ça, c'est la ration pour le couple d'ours. Et ça, c'est la ration pour les 3 phoques gris. D'accord? Donc, c'est le menu quotidien des animaux du zoo. D'après ce tableau, pouvez-vous me donner le point commun entre les éléphants? Ah, horreur. Est-ce que vous avez repéré? J'ai pas mis le S. Voilà honte. Entre les éléphants et donc les castors. Alors, je vous laisse réfléchir et je remets la vidéo pour la réponse. Si vous ne souhaitez pas écrire la réponse dans votre cahier parce que c'est trop long, vous pouvez faire à l'oral. Je pense aux dyslexiques par exemple, faites à l'oral. Alors, d'après le tableau, qu'est-ce que je vois? Le point commun entre mes éléphants et mes castors, c'est qu'ils sont herbivores. Regardez bien, je n'ai que des végétaux. On leur donne une alimentation purement d'origine végétale. Il n'y a absolument pas d'aliments d'origine animale. Ils sont effectivement herbivores. Voilà, c'était pas très difficile. On va passer à la deuxième question. Deuxième question, pouvez-vous me proposer une définition des mots carnivore, herbivore et omnivore à partir du tableau, à partir de ce que vous voyez? Même chose, vous pouvez soit écrire les réponses directement dans votre cahier, soit les faire à l'oral. Petite correction, l'animal carnivore, d'après mon tableau, est un animal qui ne se nourrit que d'aliments d'origine animale. Regardez bien, c'est le cas pour le lion, c'est le cas évidemment pour mes phoques gris. Un herbivore sera un animal qui va se nourrir d'aliments seulement d'origine végétale. C'est le cas pour mes 2 éléphantes et pour mon couple de castors. Là, j'ai aucun aliment d'origine animale. Comme tout à l'heure chez mes carnivores, j'avais aucun aliment d'origine végétale. Et puis, j'ai mes animaux omnivores, comme le couple d'ours polaires, qui vont manger des aliments d'origine animale et aussi des aliments d'origine végétale. Là, je vois que les 2 cases sont remplies. Voilà, tout simplement. Oh, pardon. C'était pas difficile.
Allez, on continue. Est-ce que tu peux construire un tableau pour classer les animaux du zoo en fonction des aliments consommés? Voilà, c'est facile. Alors, je vous laisse 2 minutes. Soit vous imaginez votre tableau, vous le faites au brouillon, soit vous le faites dans votre tête, soit vous le faites sur votre cahier. Travaillez à votre rythme et comme vous le souhaitez. On est encore confiné. Voilà la réponse. Moi, j'ai fait un petit tableau, hein, donc tout simple, en longueur, parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai mis première case les herbivores, deuxième case les carnivores, troisième case les omnivores. Et puis en dessous, j'ai mis une ligne avec les animaux. D'après mon tableau, les herbivores sont les éléphants, œufs et les castors. Les carnivores sont le couple de lions et les phoques gris, et les omnivores, les ours polaires. Et voilà, c'était pas difficile. On continue. J'écris le petit bilan dans mon cahier. Les animaux produisent leur propre matière organique à partir donc de ce qu'ils vont manger. Donc je vais distinguer plusieurs régimes alimentaires. Alors là, on va aller un peu plus loin que herbivore, carnivore, omnivore. Je vais avoir des animaux zoophages. Ça veut dire quoi zoophage? Ça veut dire qu'ils vont manger des aliments d'origine animale. Par exemple, carnivores, ceux qui mangent de la viande, piscivores, ceux qui mangent du poisson, insectivores, ceux qui mangent des insectes. Et puis je vais avoir des animaux phytophages, c'est-à-dire qui vont consommer des aliments d'origine végétale, les herbivores, les granivores qui mangent des graines, les nectarivores qui vont consommer du nectar, et les frugivores qui vont se nourrir de fruits. Regardez le colibri là. Vous voyez? Même façon de s'alimenter que le sphinx mongo. Et je vais avoir mes animaux omnivores, c'est le cas par exemple du raton laveur ici, mais aussi de l'ours, hein, qui va manger un petit peu tout ce qu'il trouve sous la main, y compris des aliments transformés, type pâté, croquettes, etc., que vous mettez dehors peut-être pour les autres animaux. Alors, on ne peut pas se nourrir sans avoir des dents qui soient adaptées. Alors là, on va faire l'exercice ensemble. Hein. Donc là, j'ai mis, vous le faites vraiment si vous le souhaitez, en même temps, mais ce n'est pas une obligation. Collez votre document et vous mettez des couleurs en même temps. On va comparer les dents de ces animaux et retrouver l'animal carnivore, les deux herbivores et l'omnivore. Regardez bien, je vais mettre les incisives dans tous mes schémas en jaune. Regardez bien, ça va être très rapide. Les incisives chez le porc sont ici. Chez le lapin, elles sont très visibles, elles sont là. Chez le chien, elles sont devant, d'accord? Et chez le cheval, elles sont là. Ok, donc il y a des incisives chez tout le monde. Maintenant, je vais mettre en rouge mes canines. Chez le cochon, on a effectivement une paire de canines. Chez le lapin, il n'y en a pas. Chez le chien, elles sont là, elles sont très développées. Hein. Chez le chien, alors coloriez mieux que moi, parce que moi, c'est pas forcément facile. Et chez le cheval, tac, il n'y en a pas. Vous avez vu? Maintenant, si je mets en bleu mes molaires, chez le porc, il y en a beaucoup. Chez le lapin, il y en a aussi. Un peu moins que chez le porc, mais il y en a quand même. Chez le chien, elles sont là prémolaires et molaires, mais elles sont une forme complètement différente de celle du lapin ou du porc ou du cheval. Elles sont vraiment très très acérées, on dit carnassières. Et chez le cheval, j'ai affaire à des molaires prémolaires très plates, comme des râpes. Donc, je peux retrouver grâce aux dents où est mon animal carnivore. Eh bien, le carnivore, je vais le mettre en rouge, c'est le chien. C'est le seul animal qui va posséder des canines extrêmement pointues. Pour attraper la proie, mordre, c'est comme un couteau, c'est comme un poignard, c'est pour maintenir l'animal, pour attraper sa proie. Ensuite, mes deux animaux herbivores, eh bien eux par contre ne vont absolument pas avoir de canines. Je ne pense pas que l'herbe se sauve ou que la carotte se sauve devant le lapin. Alors, donc, j'ai mon animal herbivore, ce sera le lapin, excusez-moi, et le cheval. Le cheval ne chasse pas son herbe. Donc là, c'est caractérisé par cette absence donc, de canines. Et puis en fait, l'omnivore, c'est mon cochon, qui lui va avoir les 3 séries de dents. Mais complètement transformées, c'est-à-dire que elles vont être à la fois intermédiaires entre les molaires et les canines, les molaires du chien. Ça ne va pas ressembler à des canines de chien non plus, ça ne va pas ressembler non plus, il y a quand même des canines alors qu'il n'y en a pas chez les herbivores, c'est vraiment un système dentaire complètement intermédiaire. Donc voilà pour l'animal carnivore, les deux herbivores et l'animal omnivore. C'était pas difficile non plus. Donc ça se voit, avec une mâchoire, je peux savoir à qui j'ai affaire. Maintenant, pour aller plus loin, il y a même le tube digestif qui est transformé. Regardez bien. Là, je vais placer, pour comparer, l'appareil digestif d'un carnivore et d'un herbivore. Le carnivore est là, l'herbivore est là. Donc j'ai même précisé, c'est un zoophage carnivore, il mange de la viande, un phytophage herbivore qui mange de l'herbe. Regardez, il y a un estomac, dans tous les cas, il y a un intestin grêle,
il y a un appendice qu'on appelle un cécom aussi, un gros intestin dans les deux cas. Et regardez bien, ils n'ont absolument pas la même forme. Hein. Pas du tout. On a un intestin qui est très court, un système digestif très court chez l'animal carnivore, dont, regardez bien, le cécom ici, donc, j'ai perdu mon petit stylet, dont l'appendice est très court, d'accord, et l'intestin, le gros intestin, est très court également. Chez l'animal herbivore, l'appendice est extrêmement long. Le cécom est très long. Et l'intestin grêle, le gros intestin, pardon, est très long aussi. Donc, chez un herbivore, le tube digestif est long. Chez un carnivore, le tube digestif est court. Et chez nous, par exemple, les omnivores, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un intermédiaire entre les deux. On a un gros intestin, mais on a un tout petit appendice. On a un tube digestif adapté à notre alimentation. Allez, un bilan écrit dans le cahier. Vous avez ce document à compléter. Les dents, l'appareil digestif et le comportement de chaque animal seront adaptés à son régime alimentaire. Tout est fait pour qu'il puisse se nourrir correctement. Regardez bien, si j'ai un animal zoophage, donc qui va manger des aliments organiques, qui va fabriquer, oh bah dis donc, je bégaye, qui va fabriquer sa matière organique à partir d'autres animaux, donc il mange d'autres animaux, il aura des dents carnassières, donc des dents avec des canines très développées et des molaires carnassières ici, donc des canines très développées et molaires carnassières, et un tube digestif qui sera celui d'un zoophage, c'est-à-dire très court. D'accord? Tout ça pour permettre une bonne digestion et fabriquer des petits aliments à la taille de nos cellules, c'est-à-dire des nutriments. Ensuite, si j'ai un animal qui est plutôt phytophage, qui va fabriquer sa matière organique à partir d'autres matières organiques, mais d'origine végétale, eh bien, il va avoir des dents de phytophage, donc avec des grosses incisives, alors ça on reconnaît le ragondin ici, hein, par exemple, et puis il va avoir un système digestif aussi de phytophage, c'est-à-dire un tube digestif très très long. Tout ça pour aussi permettre une bonne digestion. Donc, mon petit lapin et mon renard ici n'ont absolument pas ni la même dentition, ni le même tube digestif. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, d'accord? Donc elle dure 30 minutes, mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à écrire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on essaiera de comprendre comment un végétal, c'est-à-dire ce pauvre pissenlit qui vient de se faire manger donc par ce lapin, eh bien, a pu produire donc des feuilles, des tiges, etc. Et à partir de quoi? Et on reparlera dans le deuxième chapitre, dans un troisième une troisième vidéo, pardon, un troisième chapitre, donc ce qu'on appelle les chaînes alimentaires, et on reviendra à l'écosystème. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.